La dernière fois, j'ai été chez ma grand-mère, elle était en train de regarder un documentaire sur les fourmis, et à un moment, il y a des photos de fourmis qui sont passées, je me suis dit qu'elles étaient vachement mignonnes. Bon, en vrai, c'est pas le cas, déjà parce qu'elles peuvent porter 60 fois leur poids, ce qui pour nous équivaudrait, pour un humain de 60 kilos, à porter deux minibus tout seul, ce qui est assez énorme, et aussi parce que certaines d'entre elles peuvent rejeter de l'acide. Alors, leur acide, ils peuvent leur servir à plusieurs choses, comme par exemple se protéger des prédateurs. Nous, les humains, on a aussi l'habitude d'utiliser ce que certains animaux produisent. Par exemple, on peut utiliser le lait des vaches pour le boire ou pour faire des crêpes. On peut utiliser les œufs des poules pour faire des omelettes ou faire des crêpes. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser l'acide des fourmis? Alors pas pour faire des crêpes, mais comme source d'énergie en quelque sorte. Donc ma problématique, celle à laquelle je vais essayer de répondre, est la suivante. Est-ce que les fourmis posséderaient la clé de l'énergie future? Alors, premièrement, l'acide que les fourmis possèdent, que certaines fourmis possèdent, c'est cet acide-là. Donc, je l'ai représenté ici avec toutes les liaisons. C'est ce qu'on appelle l'acide formique. Donc, ça, c'est son petit nom. En vrai, son nom scientifique, c'est l'acide méthanoïque. Alors, déjà, pourquoi est-ce que c'est un acide? Parce qu'il a la possibilité de céder cet hydrogène-là. Et selon Bronsted, un acide est une espèce qui peut céder à une autre espèce un ion H+. Donc là, ici, c'est ce qui va se passer. Il y a un électron qui est sur cette liaison. Et en fin de compte, s'il y a une autre base, par exemple, une base avec laquelle cet acide va pouvoir réagir, eh bien, il va pouvoir céder cet atome d'hydrogène. Mais en fin de compte, il va perdre son électron. Son électron va rester au niveau de l'oxygène. Et donc, on va avoir d'un côté l'ion H+, sans son électron donc, et de l'autre côté, on aura une charge négative, c'est l'électron qui reste, et donc ça sera l'ion méthanoate. Et ici, l'acide méthanoïque. Alors pourquoi l'acide méthanoïque? Alors le préfixe meth, ça vient du fait que la chaîne carbonée ne possède qu'un seul carbone. Et pourquoi acide et oïque? Parce que c'est un acide carboxylique, du fait que ici on a un groupe carboxyle. On a la double liaison avec l'oxygène et la liaison avec l'oxygène et l'hydrogène. Maintenant, cet acide, il est assez intéressant parce qu'on va avoir une réaction qui est celle-ci, où on a en réactif uniquement l'acide méthanoïque et de l'autre côté du dihydrogène, une molécule de dihydrogène et une molécule de CO2. Et pourquoi ça va être intéressant? Parce que à partir de l'acide de ces fourmis, on peut produire du dihydrogène. Et le dihydrogène, c'est un carburant en fin de compte. On va pouvoir s'en servir pour faire de l'énergie. Euh, donc cette réaction, on peut aussi l'accélérer. Donc de base, pour lancer la réaction, il faut chauffer l'acide méthanoïque, il faut le chauffer à plus de 100 degrés, alors entre 100 et 250 degrés, plus on la chauffe, plus ça va vite. Et on peut encore l'accélérer grâce à un catalyseur, c'est ce qu'on appelle une catalyse. Et en fin de compte, ça va servir à accélérer la réaction. Donc par exemple, le catalyseur le plus efficace, c'est le platine, mais ça coûte plus cher que l'or, donc c'est un peu embêtant. On peut le remplacer par d'autres métaux, comme le fer par exemple, qui coûte moins cher, qui est un peu moins efficace, mais qui coûte moins cher. Euh, Ce qu'on appelle donc le catalyseur, par exemple les métaux que j'ai cités, ne vont pas être consommés, ou en tout cas ils vont être consommés en début de la réaction, puis vont être reformés à la fin. Au final, nous on va rien pouvoir observer, mais le fait qu'ils soient consommés puis reformés, ça va changer les étapes intermédiaires, ce qui va pouvoir faire en sorte que la réaction se passe plus vite. Donc une fois qu'on a fait ça, on obtient du dihydrogène. Et ça c'est génial, puisque avec le dihydrogène, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, on peut alimenter les fusées. Les fusées, elles sont alimentées avec du dihydrogène. Alors pas du dihydrogène gazeux à l'état naturel comme on l'a, parce que par exemple, pour avoir 1 kg de dihydrogène, eh bien, ça prendrait 11 200 litres, ce qui est énorme. Ça a une pression de 1 bar, donc à une pression normale. Si par contre on le refroidit à moins 253 degrés, et ben là l'hydrogène devient liquide et 1 kg ne représente plus que 14 litres, ce qui est beaucoup plus faible. Et donc, vu que pour une fusion on a besoin de beaucoup d'alimenter, enfin on a besoin de beaucoup l'alimenter en hydrogène, en dihydrogène, et ben là c'est plus simple. Mais donc on a besoin de le refroidir à une température extrêmement basse. On peut aussi l'utiliser pour les voitures, par exemple. Alors ça, il y a plusieurs manières. Soit on met l'hydrogène gazeux dans un réservoir d'une voiture directement, avec un moteur à explosion, donc les moteurs comme les voitures à essence ou à diesel. Et, et ça, en fin de compte, on va juste avoir besoin de modifier quelques pièces sur une voiture classique, et elle pourrait rouler n'importe quelle voiture si on modifie quelques pièces,
pourrait rouler au dihydrogène. Il y a aussi un autre moyen d'alimenter les voitures avec du dihydrogène, c'est de fournir une pile à dihydrogène. Donc ça, en fin de compte, ça va être une voiture électrique qui va être alimentée non pas par un branchement, mais par du dihydrogène. C'est le dihydrogène qui va fournir cette électricité. Donc j'ai représenté une telle pile juste ici, que je vais vous détailler après. Donc on a une arrivée d'hydrogène ici, de dihydrogène, une arrivée de dioxygène ici, et là une sortie d'eau. Donc comment ça va se passer? Au début, on va avoir une entrée de dihydrogène juste ici. Donc les deux atomes d'hydrogène sont liés entre eux en fin de compte. Et ils vont se fixer à cette électrode juste ici. Ensuite, la liaison qu'il y a entre ces deux atomes, ces deux atomes d'hydrogène va se séparer. On va donc avoir deux atomes d'hydrogène séparés. Et là ensuite, ces deux atomes d'hydrogène vont encore se séparer. On va avoir un électron qui va passer ici. Donc là, j'ai représenté une résistance, mais ça pourrait être soit le courant, ce qui alimente la pile. En fin de compte, ça pourrait être là, par exemple, la batterie de la voiture, par exemple. Donc on va avoir l'électron qui va se déplacer. Le déplacement de l'électron, c'est ce qui crée le courant, en fin de compte. Et il restera l'ion H+, donc sans son électron. Lui, il va traverser ce qu'on appelle l'électrolyte, qui est une membrane qui permet justement le passage de ces ions H+. L'électron qui va traverser pour fournir le courant va se retrouver de l'autre côté avec l'autre électrode. L'ion H+ va le rejoindre. Et avec le dioxygène, l'électron et l'ion H+ qui va arriver, ça va créer de l'eau. Et cette eau, elle va repartir. L'avantage de ce mode, l'avantage de cette pile à dihydrogène, c'est que ce qu'elle rejette, c'est que de l'eau. Donc on produit de l'énergie propre. Mais le problème, c'est que oui, cette pile ne rejette que de l'eau. Mais en fin de compte, il ne faut pas oublier que dans la réaction, on avait produit du CO2. Le CO2 est ici. Maintenant, la question, c'est, comparé à un moteur à essence, par exemple, est-ce qu'on va rejeter au final moins de CO2, plus de CO2? Alors déjà, il faut savoir que pour faire un même nombre de kilomètres, 2,75 kg d'essence équivaut à 1 kg de dihydrogène. Par contre, 2,75 kg d'essence, ça va rejeter 8,49 kg de CO2. Alors que, via la réaction que je vous ai présentée juste ici, 1 kg, si on veut produire 1 kg de dihydrogène, on va produire 22 kg de CO2, ce qui est beaucoup plus important. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le dihydrogène, est-ce que les fourmis possèdent la clé de l'énergie future? Eh bien si, par posséder la clé de l'énergie future, on entend faire une telle réaction à partir de l'acide méthanoïque qu'on pourrait prélever chez les fourmis par exemple, eh ben non. Déjà parce que ça serait très compliqué de récolter l'acide méthanoïque chez les fourmis, encore plus à grande échelle, et aussi parce qu'au final le bilan carbone n'est pas bon, encore moins bon pour les moteurs à essence. En revanche, l'acide méthanoïque, on pourrait s'en servir pour stocker le dihydrogène. Ce que j'entends par là, c'est qu'une méthode usuelle pour le produire, c'est de brûler du méthane, et en fin de compte, avec une réaction, on peut obtenir comment ça s'appelle, du dihydrogène. L'inconvénient du dihydrogène, comme je l'ai dit, c'est qu'il prend beaucoup de place, donc il faut soit le refroidir à des températures extrêmement basses, soit lui donner une forte pression, lui soumettre une forte pression, ou alors, donc ça déjà c'est un inconvénient, mais en plus, il faut savoir qu'au contact de l'air, il suffit d'une toute petite impulsion d'énergie, et le dihydrogène explose, ce qui est très embêtant. Par contre, l'acide méthanoïque, lui, il est liquide, donc il prend beaucoup moins de place pour une même quantité d'énergie potentielle, et en plus, il est très peu inflammable, pour dire pas du tout. Donc, se servir de l'acide méthanoïque comme ça, à l'état pur, pour fabriquer du dihydrogène, c'est pas une bonne idée, notamment à cause du CO2, mais par contre, on pourrait très bien s'en servir comme intermédiaire pour stocker le dihydrogène en attendant qu'on en ait besoin.